Il est 9h12. Ce matin-là, le 10 septembre 2025, la table laquée du bureau de Matignon tremble. Pas à cause d'un séisme, à cause d'un téléphone, celui de Sébastien Lecornu. L'alerte AFP s'affiche. Et le titre, mes amis, il est brutal. Mélenchon dépose une motion de censure dès le premier jour de la session. Dès le premier jour. Attendez, réfléchissez une seconde. Cet homme vient d'être nommé Premier ministre hier seulement la veille par Macron après l'effondrement de Bayrou et déjà il a un missile dans le dos. Lecornu pose son café, lentement, sur la soucoupe en porcelaine de Limoges parce que oui, à Matignon même, les soucoupes ont de la classe. Ses doigts se crispent autour de la tasse, à peine, imperceptiblement. 24 heures. Il n'était Premier ministre que depuis 24 heures. Et le tribun de la France insoumise lui déclarait déjà la guerre totale. Paris dormait encore sous ses rideaux épais. Une brume de septembre enveloppait la ville molle, indifférente. La capitale n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Et toi non plus à cet instant précis. Parce que ce matin-là, personne ne savait vraiment. Pas les journalistes politiques qui enfilaient leur costume en croyant couvrir une motion de censure vouée à l'échec, une énième comme on en voit tous les 6 mois. Pas les conseillers de Lecornu qui débarquaient en catastrophe à Matignon pour une réunion d'urgence dont ils ne mesuraient pas encore l'ampleur. Et surtout pas Mélenchon lui-même dans son bureau du 10e qui peaufinait méthodiquement sa prochaine offensive, convaincu de tenir les fils sans savoir que quelqu'un d'autre était en train de couper la corde. La tempête allait éclater, elle était déjà là. Mais Paris, ce matin-là, regardait ailleurs. Et là, franchement, personne n'avait vu venir ce qui allait se passer. Ce que Lecornu s'apprêtait à balancer dans les prochaines heures, ça n'allait pas juste contrarier Mélenchon, non. Ça allait carrément réécrire les règles du jeu. Une seule phrase. Une. Tellement simple, tellement directe, tellement dévastatrice que les médias du monde entier allaient se la repasser en boucle pendant des semaines entières. Mais avant d'aller plus loin, on revient en arrière parce que si vous ne saisissez pas le contexte dans toute sa brutalité, vous allez rater la moitié de l'histoire. Et l'histoire, elle est explosive. Depuis le 8 septembre au soir, la France politique était littéralement en état de choc. François Bayrou, le centriste béarnais, celui qui avait promis, juré craché que lui, il allait faire passer un budget de compromis, venait de se prendre un vote de confiance catastrophique en pleine figure à l'Assemblée nationale. Chute brutale, fin de partie. 364 députés, de l'extrême gauche à l'extrême droite, l'union sacrée contre un seul homme, la confiance refusée, brutalement. Et ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, c'était la 3e chute d'un gouvernement en moins de 100 jours. Un record absolu sous la 5e République. Vous entendez bien absolu, la France ne titubait plus. Elle était en chute libre. Les marchés financiers, ils s'affolaient. Moody's, oui, cette Moody's brandissait la menace d'une dégradation de la note française. Les syndicats, eux, appelaient à la grève générale. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, reclus dans son palais de l'Élysée, cherchait désespérément une sortie, une issue, n'importe laquelle. Et dans cette tourmente absolue, son regard s'est posé sur un nom, Sébastien Lecornu, 39 ans, ancien ministre des Armées, réputé comme l'un des esprits les plus habiles certains, dirait les plus retors de toute la galaxie macroniste. La question maintenant, est-ce que ça allait suffire? Naviguer entre droite et centre, il l'avait fait mieux que personne. Les dossiers explosifs, il les avait avalés sans sourciller réforme militaire lobbying de l'armement en relation avec les généraux. Et surtout, Macron voyait en lui l'homme qui pourrait tenir tête à l'opposition. Pas plié, pas reculé, pas d'1 centimètre. Le 9 septembre, 20h, l'annonce tombe. Et là, c'est l'explosion médiatique totale. Marine Le Pen. Elle dégaine Twitter en 2 secondes ironiques, comme à son habitude encore un fusible pour Macron qu'elle dit. Les Républicains, eux, exigent des ruptures franches avec ce qui précédait. Quant aux socialistes, leur premier secrétaire balance un mot qui résume tout continuité. Continuité macroniste. Inacceptable selon lui. Dans la cacophonie post-nomination, une voix a résonné plus violemment que toutes les autres, celle de Jean-Luc Mélenchon. Pas le lendemain, pas après réflexion. À 22h30 le soir même. Pendant que la plupart des politiques digéraient encore la nouvelle, lui avait déjà dégainé une tribune de 3000 mots
posé sur son blog comme une bombe à retardement titré sobrement « Le déni », sobre dans le titre, impitoyable dans le fond. Le leader de LFI ne s'est pas contenté de critiquer. Il a démonté méthodiquement, pièce par pièce, la prétendue légitimité de Lecornu à gouverner ce pays. Rappel des faits, le nouveau Front populaire a remporté le plus grand nombre de sièges aux législatives de juillet. La réalité arithmétique est là froide, indiscutable. Et pourtant, Macron impose un Premier ministre de son propre camp sans majorité, en piétinant, selon Mélenchon, l'esprit même de la Constitution. Mais le plus important n'était pas le diagnostic, c'était l'annonce de la stratégie. Dès le premier jour de la session parlementaire, nous déposerons une motion de censure spontanée sur la base de l'article 49. Et il a conclu avec cette phrase qui résume peut-être mieux que quiconque l'absurdité du moment. Emmanuel Macron semble vouloir faire le tour de tous les articles de la Constitution avant de comprendre qu'il doit partir. Les mathématiques, elles ne mentent pas. Et Mélenchon, il le savait mieux que personne. 74 LFI, 66 PS, 13 écolo, 11 PCF, 23 RN. Faites le calcul, 287 voix potentielles. Il n'en manquait que 2. 2 malheureuses voix pour faire tomber le gouvernement dès le premier vote. C'est ça la réalité du rapport de force parlementaire implacable, froide, chirurgicale. Mais revenons au début, parce que cette déclaration, elle n'était pas tombée dans le vide. La gauche, elle avait été électrisée. Mathilde Panot avait immédiatement relayé l'appel depuis l'Assemblée sur tous les réseaux. Le lendemain matin, Bompard était sur tous les plateaux, un seul message martelé en boucle censure immédiate, sans négociation, sans compromis possible. Sauf que Mélenchon n'avait pas juste annoncé une motion de censure. Non, il avait fait quelque chose de bien plus dangereux pour Lecornu. Il avait lancé un appel public aux socialistes, aux écologistes, aux communistes, pour qu'ils arrêtent leur comédie et votent la censure avec LFI. Un pari calculé, risqué, mais calculé, parce que si toute la gauche se réunissait et si le Rassemblement national se joignait à eux, comme il l'avait déjà fait, c'était terminé. Le gouvernement tombait. 2 voix, c'est tout ce qu'il fallait. Ce matin-là, le 10 septembre, il n'y avait pas de petit déjeuner tranquille à Matignon. Lecornu vida son café d'un trait, puis il convoqua tout le monde. Marc Vallière arriva le premier, son conseiller diplomatique, celui qui est là depuis des années. Derrière lui, autour de la longue table en acajou, prirent place Adrien Facan, directeur de cabinet, Philippe Gustin, conseiller spécial, et quelques autres, des visages fermés, des cernes profonds. 48 heures, sans vrai sommeil, ça se voyait. Vallière n'attendit pas. Il posa son iPad sur la table. Les unes des journaux s'affichaient et il parla sans détour. Monsieur le Premier ministre, la situation est critique. Mélenchon a réussi son coup médiatique. Tous les journaux ne parlent que de la censure annoncée. France Inter a mené un sondage ce matin. 62% des Français pensent que votre gouvernement tombera dans les 2 semaines. Lecornu ne répondit pas. Pas tout de suite. Là, je vous arrête une seconde parce que cette scène, elle est dense et il faut qu'on la décortique ensemble. Il se lève quelques pas vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Vous voyez le truc? Ce silence-là, c'est pas du vide, c'est du poids. La pièce entière le ressent. Façon tente le coup premier scénario. On l'ignore complètement, Mélenchon. On fait comme s'il n'existait pas PSLR, majorité de circonstances, on construit sans lui. Lecornu, il secoue la tête, doucement, sans même se retourner. Réponse claire. Gustin enchaîne avec l'option offensive, on dénonce l'irresponsabilité de LFI. On rappelle que la censure systématique, c'est du chaos institutionnel et on fait appel au sens des responsabilités des autres. C'est là que Lecornu se retourne enfin. Et ses yeux bleus, ils fixent Gustin avec une intensité qui coupe court à tout. Non. Tout simplement, non. Et il explique pourquoi tout ce qu'on vient de proposer, c'est exactement ce que Mélenchon attend. Le combat frontal, il le veut. La défense, il la veut. La négociation, il la veut. La faiblesse exposée. Il la veut. Chaque scénario sur la table est un piège. Et Lecornu, il vient de le voir avant tout le monde. Les sourcils de Vallière se plissèrent d'un coup. Alors concrètement, vous proposez quoi, monsieur le Premier ministre? Et là, Lecornu sourit.
Pas un sourire nerveux, pas un sourire gêné. Un sourire de prédateur, celui du joueur qui vient de voir exactement où est la sortie du labyrinthe. Voilà ce que je vais faire, l'exact opposé de ce qu'il attend. Ni l'ignorer, ni me défendre, ni négocier. Je lui réponds directement, publiquement, en une seule phrase. Le silence tombe sur la salle, complet, absolu. C'est Fassan qui ose briser ce silence. Une seule phrase. Mais enfin, monsieur le Premier ministre, on parle d'une tribune de 3000 mots. Tous les plateaux télé, toutes les radios, toute la gauche mobilisée derrière lui. Et pourtant, une seule phrase suffirait. Vallière n'en revenait pas. Lecornu le coupa avec ce calme qui, chez lui, valait toutes les explications du monde. C'est justement parce que personne ne l'attend. Il laissa le silence faire son travail, puis continua. Mélenchon, il a tout préparé, la rhétorique. Les arguments, la stratégie verbale, tout est calibré pour m'entraîner dans un débat point par point. Il attend que je me justifie, que je rentre dans son jeu, alors je ne vais pas lui donner ça. Je vais court-circuiter l'ensemble avec quelque chose qu'il ne peut pas démonter, la simplicité brutale. Vallière, qui connaissait son patron depuis assez longtemps pour lire entre ses silences, comprit avant même qu'il finisse. Vous voulez le désarmer, le priver du combat qu'il cherche. Exactement. Lecornu retourna s'asseoir avec cette tranquillité de quelqu'un qui a déjà gagné dans sa tête. Mélenchon est un tribun, un orateur né. Son terrain, c'est le débat long, l'ajoute le spectacle. Moi, je ne joue pas selon ses règles. 7 mots. C'est tout ce qu'il lui fallait. Lecornu ne cherchait pas à plaider sa cause, il ne cherchait pas à se défendre, il allait couper court à 3000 mots avec une réponse chirurgicale. Gustin Le Carnet sortit stylo en main. « Lesquels, monsieur le Premier ministre ?» Et là, Lecornu prit le temps d'une respiration, une seule, parce qu'il savait ce qui allait sortir de sa bouche dans les secondes suivantes. C'était soit la survie de son gouvernement, soit son arrêt de mort. Aucun filet de sécurité, aucune deuxième tentative. « Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion, j'attends. » Le silence qui tomba après ça, assourdissant. Fassan ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit. « C'est tout. Oui, c'est tout. Pas de justification, pas de défense, pas de contre-attaque. Juste 7 mots posés là comme une bombe à retardement. Un défi frontal, brut, dépouillé de toute ambiguïté parce qu'il n'y en a aucune. C'est soit du courage, soit de l'arrogance. Et franchement, peu importe laquelle des deux, ça marche. Parce que voilà ce que le génie de cette manœuvre fait. En réalité, elle retourne l'arme contre celui qui la tenait. Vous déposez la motion, allez-y. Maintenant, tout de suite, on attend. Et là, 2 scénarios. Premier cas, il la dépose, elle tombe et lui avec. Il devient ridicule. Deuxième cas, il hésite, il recule, il cherche ses mots et il devient faible. Pas de troisième option. Pas de sortie de secours. Ce qui est brillant, c'est l'économie de la chose. Aucune prise offerte à sa rhétorique, aucun espace pour la dramaturgie qu'il avait soigneusement construite. La grande déclaration, le moment de tension calculé, l'effet de souffle, tout ça s'évapore, réduit à une formalité procédurale. Un simple point à l'ordre du jour. La stratégie reposait sur une hypothèse, celle de l'esquive, de la négociation du temps gagné. C'est là que l'erreur a été commise, parce que la réponse n'a pas été de reculer, elle a été d'avancer, d'accélérer, de transformer la menace en invitation. Et quand vous invitez quelqu'un à agir immédiatement, vous verrez très vite s'il en est vraiment capable. Alors là, évidemment, certains ont osé lever la main. Mais monsieur le Premier ministre, et si vraiment il la dépose, cette motion, et si elle passe, si toute la gauche marche avec lui, et pire encore si le Rassemblement national décide de s'y joindre, Lecornu, lui, ne s'est pas levé, il ne s'est pas énervé, il s'est juste penché en avant, coude sur la table, et il a regardé chaque collaborateur un par un dans les yeux, alors je tomberai. 3 mots, sec, net, irrévocable. Mais je tomberai debout en regardant mes adversaires en face, sans avoir cédé un seul centimètre de terrain. Et là, il lâche la phrase qui tue. Croyez-moi, ça comptera infiniment plus dans l'histoire politique de ce pays qu'un combat d'arrière-garde. C'est réglé, 11 heures pile. Lecornu convoque une conférence de presse surprise directement dans la cour de Matignon. Personne ne les avait vraiment prévenus.
Les journalistes s'élancèrent dans tous les sens, certains encore en chemin, lorsque le Premier ministre fit son apparition sur le perron seul, sans notes, sans pupitre, comme s'il n'avait besoin de rien pour tenir debout face au monde. Le soleil de septembre jetait des éclats sur les pavés encore mouillés. 50 caméras, peut-être plus, convergèrent vers lui dans un silence tendu. B, F, M, T, V, C, News, L, C, I, toutes coupèrent leur programme en cours. Le direct prit le dessus comme toujours quand quelque chose de grave se prépare. À quelques kilomètres de là, dans son bureau du 10e arrondissement, Jean-Luc Mélenchon tapait sur son clavier concentré sur un nouveau billet de blog quand la porte s'ouvrit brusquement. Un assistant essoufflé, Lecornu, convoque une conférence de presse. C'est maintenant, c'est en direct. L'écran s'alluma. Mélenchon s'enfonça dans son fauteuil en cuir avec la satisfaction d'un joueur qui connaît déjà l'issue de la partie. Évidemment que Lecornu allait répondre, il répondait tous sans exception. Le script était écrit d'avance, dénoncer l'irresponsabilité, appeler au dialogue, lâcher quelques concessions pour sauver la face. Classique, prévisible, il attendit serein, prêt à savourer ce qu'il considérait déjà comme sa victoire médiatique. Mais sur le perron de Matignon, quelque chose clochait dans ce scénario. Lecornu n'avait pas le visage de quelqu'un venu s'excuser, pas de sourire de façade, pas la tension visible de celui qui redoute les questions, juste le calme. Un calme presque dérangeant qui tranchait brutalement avec les 24 heures d'hystérie médiatique qui venaient de s'écouler. Le journaliste de France Inter lança la question comme une grenade. « Monsieur le Premier ministre, votre réaction à Mélenchon ?» Lecornu ne s'y pas. Il regarda l'homme, puis les caméras. Toutes les caméras, et là, silence. Ce qui sortit de sa bouche, ensuite, personne ne l'oubliera de sitôt. Pas les journalistes présents, pas les éditorialistes, pas les politologues qui allaient passer leur soirée à décortiquer chaque syllabe sur les plateaux télé. Une seule phrase, sèche, chirurgicale. « Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion, j'attends. » Voilà, c'est tout. Pas de réponse aux autres questions, pas de commentaires supplémentaires. Il tourna les talons, franchit les portes de Matignon et disparut, comme si le reste n'existait pas. 7 mots, 10 secondes, et un silence qui a figé toute la sphère médiatique française. Sur le plateau de BFM TV, le présentateur a marqué une pause 3 secondes interminable avant de retrouver ses esprits. Eh bien, personne ne s'y attendait. 7 mots, c'est tout ce qu'il a fallu à Lecornu pour répondre à Mélenchon. Du côté de France Info, la journaliste politique Anne Rosencher n'a pas caché sa stupéfaction. Il ne se justifie pas, il ne négocie pas, il provoque frontalement, directement. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu une chose pareille. Pendant ce temps, les réseaux s'enflammaient. Sur Twitter, le hashtag Allez-y passait en tendance nationale en moins de 5 minutes chrono. Des milliers de réactions ont immédiatement envahi les réseaux. Un éditorialiste du Monde le formulait ainsi « 7 mots ». C'est tout ce qu'il a fallu pour réduire à néant 3000 mots de Mélenchon. Un chroniqueur du Figaro renchérissait « Lecornu vient de signer une masterclass de communication politique, du génie à l'état pur ». Mais au fond, une seule réaction comptait vraiment, celle que tout le monde retenait son souffle pour voir Mélenchon lui-même. Dans son bureau, le leader de LFI était immobile devant l'écran. Ses proches collaborateurs ne lui connaissaient pas cette expression-là. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la surprise. C'était autre chose, quelque chose de plus lourd, de plus silencieux. Une reconnaissance involontaire, presque malgré lui, face à un coup qu'il n'aurait pas renié. Silence. Un silence lourd, pesant, celui d'un homme qui vient de comprendre qu'il vient de se faire retourner. L'assistante osa briser ce silence. « Monsieur Mélenchon, les médias attendent votre réaction. » Il ne répondit pas. Pas encore. Parce qu'il savait exactement ce que Lecornu venait de faire avec une précision chirurgicale presque cruelle. En quelques mots, ce ministre avait pris une menace et l'avait transformée en défi. Il avait pris un rapport de force calculé et l'avait mué en duel frontal. Il avait pris une stratégie complexe millimétrée et l'avait réduite à une confrontation brutale, lisible, spectaculaire. Mais le vrai coup, c'était le vol médiatique. Ce matin, tous les journaux, toutes les chaînes, tous les fils d'actu, ils parlaient de l'offensive de Mélenchon. Ce soir, ils ne parlaient plus que d'une seule chose, la réponse de Lecornu.
Alors là, Mélenchon se lève et il lâche à ses équipes le regard noir, convoquer une conférence de presse pour 15 heures. Je vais lui démontrer qu'on ne provoque pas Jean-Luc Mélenchon sans en payer le prix. Sauf que ses collaborateurs, eux, ils ont entendu quelque chose. Quelque chose qui ne collait pas avec le personnage. Une fissure. Une hésitation imperceptible dans cette voix qui d'ordinaire tranche comme une lame. L'assurance habituelle. Elle était là, mais pas tout à fait entière. 15 heures. La Maison de l'Amérique latine, salle pleine à craquer, le QG de LFI, son terrain, son château fort. Mélenchon arrive face aux journalistes, sa déclaration bien préparée dans la tête. Et là, même pas le temps d'ouvrir la bouche. Les questions partent de partout, instantanément. 7 mots, c'est tout ce qu'il a fallu à Lecornu pour mettre Mélenchon sur la défensive. Et là, évidemment, les journalistes s'en sont donnés à cœur joie. Monsieur Mélenchon, c'est qui a l'initiative politique là? C'est pas vous, c'est lui, non. Vous déposez la motion, oui ou non. 7 mots contre 3000, vous êtes en train de vous faire écraser sur le terrain de la com, là. Mélenchon lève les mains, silence. Son visage fermé dur, le genre de visage qu'on fait quand on essaie de pas montrer que la pique a fait mal. Bien sûr qu'on dépose la motion. On l'a dit, on le fera. Lecornu ne nous impressionne pas avec ses petites formules. Sauf que ça sonnait faux. Tout le monde dans la salle le sentait. Les journalistes le sentaient et lui, il le savait. 10 minutes? Pendant 10 minutes, Mélenchon a déroulé sa partition habituelle, la crise démocratique, le mépris du suffrage universel, la nécessité d'en finir avec le macronisme, du Mélenchon pur jus. Sauf que les journalistes, eux, n'en avaient rien à faire. Parce que dans la salle, une seule question revenait encore et encore Lecornu. Et notamment ce type du Parisien qui a lâché direct sans gants. Mais monsieur Mélenchon Lecornu ne fuit pas. Il vous attend. Il vous défie. C'est pas exactement ce que vous réclamiez depuis des semaines. Et là, explosion. Ce que je veux, c'est que ce pays sorte enfin du macronisme. Ce que je veux, c'est qu'on respecte le vote des Français. Voilà, la frustration qui remonte. Le vrai Mélenchon qui réapparaît derrière le tribun. Lecornu peut faire toutes les provocations qu'il veut. Nous le renverserons. Voilà une phrase qui a littéralement enflammé tous les plateaux télé. Les chaînes d'infos en continu l'ont passé en boucle encore et encore. Mais attendez qui est ce que ça arrange au fond. Pas Mélenchon, parce que pendant qu'il explosait, Lecornu lui souriait. Calme, imperturbable, le genre de calme qui énerve encore plus. Et c'est exactement le piège qui s'est refermé sur LF. Et Mélenchon devenait l'homme qui crie, Lecornu devenait l'homme qui gouverne. Le rapport de force psychologique venait de basculer. Mais attention, la vraie partie d'échec, elle ne faisait que commencer. Lecornu avait compris qu'il jouait sur 2 tableaux à la fois, et il n'allait pas se laisser prendre en défaut sur aucun des 2. En façade, la sérénité affichée presque provocatrice. Dans chaque micro tendu, dans chaque plateau télé, il renvoyait la même balle, la motion de Mélenchon. Je l'attends. Et quand elle arrivera, on saura enfin qui a vraiment le courage de ses convictions. Calme, répété, chirurgical. Mais derrière les portes fermées, c'était une toute autre histoire. Lecornu faisait ce que les politiques appellent pudiquement le travail de terrain, autrement dit une séduction méthodique ciblée auprès des socialistes, des écolos, et même de quelques élus LR qui commençaient à douter. Son argument, pas de l'idéologie, pas de la promesse vague, juste une proposition nette. Mélenchon veut le feu, moi je veux 3 mois pour vous montrer que gouverner autrement, c'est possible. 2 visages, un seul objectif. Le 15 septembre, ça se passe dans le 7e, un appartement privé loin des caméras, loin des journalistes. Lecornu est là. En face de lui, Olivier Faure et Boris Vallaud, les 2 visages du PS. 4 heures de discussion. Fermée. Intense. Le genre de réunion dont on ne parle pas le lendemain matin sur BFM TV. Faure, il arrive avec ses lignes rouges posées sur la table. Pas de 49,3 sur le budget pointe finale. Des concessions sur les retraites, évidemment, et une taxe sur les hauts patrimoines parce qu'il faut bien montrer à la base que tu es toujours de gauche. Lecornu, lui, il écoute, et ça, c'est déjà notable. Puis il répond avec ce qu'on appellera de la franchise ou du pragmatisme, selon le camp où vous vous trouvez abroger la réforme des retraites hors de question. Mais la suspendre 6 mois, ça, c'est sur la table.
créer une taxe exceptionnelle sur les grandes fortunes banco et le 49,3. Il s'engage à ne pas y toucher. Un deal qui ne dit pas son nom. Une négociation qui ressemble à tout sauf à de l'idéologie. Franchement, regardez ce moment parce qu'il se passe quelque chose de fascinant ici. Valo et Faure, un seul regard échangé entre eux. Pas besoin de mots, hein? Ces concessions-là, elles sont réelles, personne ne peut le nier, mais elles sont calibrées au millimètre trop petites pour satisfaire la gauche radicale juste assez grande pour rendre une abstention défendable, plutôt qu'un vote de censure. C'est là que Faure pose la question, la vraie, celle que tout le monde a en tête, et si Mélenchon dépose sa motion quand même, et là, Lecornu sourit. Ce sourire, les gars, parce que sa réponse, elle est brillante, il dit c'est précisément ça la beauté du truc. Si Mélenchon la dépose et qu'elle échoue parce que vous abstenez, il ressort affaibli. Et si au contraire il ne la dépose pas après l'avoir annoncée en grande pompe, il est ridicule. Dans les deux scénarios, Lecornu gagne. En l'invitant publiquement à agir, il lui a tendu un piège dont il ne peut pas sortir. Sébastien Lecornu n'était pas là pour remplir un fauteuil. C'était le genre de mec que Macron sort de sa manche quand il a besoin d'un joueur, pas d'un figurant. Olivier Faure, lui, il commençait à capter le truc lentement, comme quelqu'un qui réalise qu'il vient de s'asseoir à une table où il est peut-être pas le plus fort, un stratège de premier plan. Voilà ce que c'était. Pendant ce temps, dans les couloirs de LFI, ça chauffait. Mathilde Panot, elle lâchait pas l'affaire. On a annoncé, on tient parole, point. Le dépôt de la motion de censure, c'était maintenant ou jamais. Pas question de reculer. Et là, le piège se referme. Parce qu'en coulisses, Bompard, lui, il voit le problème clairement. Si les socialistes s'abstiennent, la motion échoue et on passe pour des amateurs. Mélenchon, lui, est inhabituellement silencieux. Il sent l'étau se resserrer, mais comment s'en sortir sans perdre la face? Impossible. Et c'est là que Lecornu frappe. Le 20 septembre, discours de politique générale à l'Assemblée. Il lâche ces mots chirurgicaux dévastateurs. On m'a annoncé une motion de censure il y a 10 jours. J'attends toujours. Peut-être que les grands discours sont plus faciles que les actes de courage politique. L'hémicycle explose. Les députés crient. Et dans les tribunes, Mélenchon devient écarlate. Le mal est fait. Lecornu vient de retourner publiquement l'accusation de lâcheté contre Mélenchon lui-même. Le lendemain, LFI dépose effectivement la motion. Mais trop tard, trop forcé. Ce qui devait être une offensive triomphante ressemble désormais à une réaction tardive contrainte. Les socialistes annoncent leur abstention, les écologistes aussi. Game over. Même en interne, ça commençait à craquer. Des voix s'élevaient, discrètement des doutes murmurés dans les couloirs, pas encore publics, mais bien réels. Le 25 septembre, le grand jour arrive. La motion est débattue. 40 minutes. 40 minutes d'un discours brillant, passionné, construit comme une cathédrale rhétorique, exactement le genre de performance qui galvanise une base militante. Techniquement impeccable. Politiquement, on va voir. Et là, Lecornu se lève. Il ne sort pas un contre-discours fleuve. Non. Il dit en substance « Vous voulez me renverser, votez. J'assume. Mais cessons de parler, agissons. » 7 mots, peut-être moins. Une lame froide dans un débat surchauffé. Le résultat du vote, un désastre pur et simple. 203 voix pour la censure. Il en fallait 289, 86 de moins. La motion tombe, Lecornu reste. Les médias, eux, ne font pas dans la nuance. Le Monde titre sur le piège déjoué. Libération dissèque la mécanique du silence comme arme politique. Et même à gauche, même dans les rangs les plus proches des voix, s'interroge sur la stratégie. Manuel Bompard le reconnaît lui-même sur France Inter, ils avaient peut-être sous-estimé l'adversaire. Et pendant que l'un levait son verre, l'autre aiguisait son esprit. Ce soir-là, à Matignon-Champagne, où verre d'équipe réunis, la victoire semblait totale. Vallière, enthousiaste, lève son verre, 7 mots avaient suffi. Mais Lecornu, lui, n'esquisse pas un sourire de triomphe. Il sait, ce n'est qu'une bataille dans une guerre qui sera longue, très longue. Ne nous réjouissons pas trop vite, il apprend vite, la prochaine fois, il sera plus préparé. Et à quelques arrondissements de là, dans le 10e Mélenchon n'était pas brisé. Non, il réfléchissait.
Il venait de comprendre quelque chose d'essentiel, son nouvel adversaire n'était ni Barnier ni Bayrou. C'était un joueur d'échecs, un vrai, du genre à penser 3 coups à l'avance. La suite le confirmera, budget adopté 149,3, avec les abstentions socialistes arrachées au prix de vraies concessions. Le rapport de force venait de changer. Et là, il sort la taxe sur les hauts patrimoines. Promesse tenue. Même la gauche modérée applaudit, gênée, mais elle applaudit. Ce n'est pas anodin. Mais ce qui change vraiment le rapport de force, c'est autre chose, c'est la communication. Directe, simple, sans artifice. Pas de grandes envolées lyriques, pas de discours fleuves, juste des mots qui frappent. À chaque fois que Mélenchon attaque, la réponse arrive courte, froide, chirurgicale. La politique de défense est critiquée par LFI. Proposez mieux, j'écoute. Il est accusé de servir les riches, prouvez-le avec des chiffres, j'attends. Systématiquement, le défi est retourné. L'adversaire doit sortir des grands mots pour entrer dans le concret. Et systématiquement, Mélenchon se retrouve piégé dans son propre jeu. 6 mois s'écoulent. Mars 2026. Le Monde obtient une interview. On lui pose la question quel a été le tournant de ses premiers mois à Matignon. La réponse ne se fait pas attendre. Le matin où j'ai choisi de répondre en 7 mots plutôt qu'en 7 pages, c'est là que j'ai compris la politique moderne ne se gagne pas avec les discours les plus longs, mais avec les vérités les plus courtes. Quelques jours plus tard, on posa la même question à Mélenchon. Il eut un sourire amer. Le Cornu m'a donné une leçon ce jour-là. Il m'a montré qu'en politique, le silence éloquent vaut parfois mieux que l'éloquence bruyante. Est-ce que j'ai appris la leçon ? Vous verrez bien. Voilà ce que c'est un vrai moment politique. Pas une déclaration, pas un discours préparé, un silence qui parle. Aujourd'hui, dans les amphis de Sciences Po et à l'ENA, on étudie cet épisode pas comme une anecdote, mais comme un cas d'école de communication politique moderne. Les étudiants dissèquent comment ce jour-là, une menace existentielle a été transformée en démonstration de force. Comment la rhétorique adverse a été court-circuitée non pas par la contre-attaque, mais par la concision. Comment l'initiative a été reprise non pas en fuyant la confrontation, mais en l'acceptant pleinement. Les analystes cherchent des précédents. Certains citent le fameux « moi président » de François Hollande face à Sarkozy, cette petite phrase qui en un instant avait repositionné tout le match. D'autres y entendent un écho plus lointain, plus solennel, le « je vous ai compris » du général de Gaulle à Alger, une phrase simple, qui change tout. C'est ça la politique au plus haut niveau, ce n'est pas toujours celui qui parle le plus fort qui gagne. C'est parfois celui qui sait au bon moment ne pas parler du tout. Mais cet épisode, au-delà de toute stratégie de communication, révélait quelque chose de bien plus profond sur l'homme qu'était Sébastien Lecornu. Une qualité rare, presque anachronique en politique, le courage de la simplicité. Pendant que ses pairs se réfugiaient derrière les jargons techniques, les pirouettes diplomatiques et les justifications alambiquées, lui choisissait de dire les choses telles qu'elles étaient, directement, sans artifice, sans masque. Ce matin de septembre 2025, en répondant à Mélenchon par ces 7 mots, il ne réalisait pas simplement un coup de communication brillant. Non, il définissait quelque chose, un style, une posture, une philosophie d'action politique qui allait irriguer chaque décision, chaque prise de parole, chaque arbitrage de son passage à Matignon. Mais voilà, et je vous demande de rester attentif, il y a un détail que vous ignorez encore sur cette journée. Un détail qui ne fut révélé que plusieurs mois plus tard dans une confidence off the record transmise à un journaliste du Canard enchaîné. Un détail qui, croyez-moi, change radicalement la lecture de ce moment. Ce matin-là, personne dans la salle ne savait encore que la formule qui allait changer le rapport de force tiendrait en 7 mots. 2 heures. C'est le temps qu'il fallut pour produire 3 discours, plusieurs dizaines de pages, 3 stratégies distinctes le tout, pour finalement les poser sur une table et les abandonner. Le premier défensif, chaque argument de la motion de censure démonté point par point, avec la rigueur d'un mémoire d'avocat. Le deuxième offensif, LFI attaqué frontalement sans filet, sans diplomatie. Le troisième conciliant, la main tendue, le dialogue proposé à toutes les forces politiques, le ton apaisé de celui qui croit encore à la négociation. Lecornu les lut tous les 3,
en entier. Puis il les posa sur la table. Tout cela est très bien écrit, très argumenté, très politique. Et c'est exactement pour ça que ça ne marchera pas. La logique était implacable, Mélenchon a 30 ans de joute oratoire. Sur ce terrain-là, rentrer dans son jeu, c'est déjà perdre, avant même d'avoir ouvert la bouche. C'est à ce moment précis que Philippe Gustin prit la parole. Et tout changea. Gustin, c'est pas un mec de la politique. C'est un gars du business directeur communication dans un CAC 40 avant de rallier Lecornu. Et là, en réunion, il lève timidement la main. « Monsieur le Premier ministre, vous permettez une anecdote ?» Lecornu acquiesce. Et Gustin lui sort ça chez Renault. Un concurrent les attaquait en public à bras raccourcis. Gosselin était en feu, il voulait balancer un communiqué de 10 pages. Et c'est là que le DIRCOM lui a dit un truc qui reste... Quand quelqu'un vous lance un défi, le pire, c'est d'expliquer pourquoi vous n'avez pas peur. Le mieux, d'accord, allons-y. Lecornu se fige, les yeux qui s'allument. Il répète lentement, d'accord, allons-y. Voilà, c'est pas une stratégie calculée depuis des semaines. C'est une intuition de 30 secondes venue du monde de l'entreprise qui allait changer la séquence politique. Sauf que Lecornu, il peaufine 20 minutes à tester des variantes. Allez-y, monsieur Mélenchon, déposez votre motion. Trop long. Je vous attends. Trop hautain. Faites-le. Trop provoque. Et puis, la version parfaite tombe. Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. J'attends. Vallière nous a livré un détail qui change absolument tout et franchement, c'est là que le truc devient vraiment fascinant. Parce que ce qu'on voyait de l'extérieur... Calme, maîtrise presque de l'arrogance. 7 mots sortis avec une précision chirurgicale, polie, avec le « Monsieur Mélenchon », direct avec le « Allez-y », procéduraux avec le « Déposez votre motion » et ce « J'attends », final légèrement défiant, presque tranquille. Politesse, défi calme, détermination. Tout ça en 7 mots. Sauf que derrière la façade, Lecornu ne savait pas du tout si ça allait marcher. Juste avant de sortir dans la cour de Matignon pour sa conférence de presse, il retourne vers son équipe et leur dit « Et là, écoutez bien, si ça se plante, si Mélenchon retourne ça contre moi, j'assumerai seul. Ne dites jamais que c'est vous qui avez eu cette idée. » Un coup de poker total, absolu. Il misait toute sa crédibilité naissante sur 7 mots dont il ignorait complètement la réception. Et une fois la phrase prononcée, il rentre, se dirige directement vers son bureau, ferme la porte et disparaît pendant 15 minutes. Vallière, collé derrière cette porte, l'entend marcher de long en large. Le Premier ministre attendait les premiers tweets, les premiers titres, les premiers commentaires des éditorialistes, quand son assistant les lui apporte, Lecornu lit tout avec une intensité fébrile presque fiévreuse. C'est un tweet qui a tout changé. Un journaliste politique influant quelques mots lâchés sur X, Lecornu vient de donner une masterclass de communication politique. Et là, il a enfin pu souffler. Le pari était tenu. Mais attendez, parce que le vrai twist de cette histoire, c'est pas Lecornu. C'est ce qui s'est passé en face dans les couloirs de la France insoumise. Dans les semaines qui ont suivi lors de réunions internes, dont les comptes rendus ont fuité dans la presse des députés LFI, ont reconnu en privé qu'ils s'étaient fait avoir. Et l'un d'eux, dont le nom n'a jamais été divulgué, aurait lâché cette phrase devenue culte dans les cercles politiques. On s'est fait battre par quelqu'un qui a compris qu'en politique moderne, TikTok a plus d'impact que l'humanité. 7 mots, c'est un tweet. 3000 mots, personne ne les lit. Cynique absolument, mais faux. Pas une seconde, parce que Lecornu avait compris instinctivement ce que les vieux routiers, les Mélenchon, les tribuns de l'ancienne école refusaient encore d'admettre, les grands discours fleuves, c'est terminé. À l'heure de l'attention fragmentée des réseaux sociaux, des chaînes info en continu, la concision c'est devenu une arme politique à part entière. Vous croyez que Mélenchon a encaissé l'humiliation sans réagir? Non, absolument pas. Dans les semaines qui ont suivi, quelque chose a changé. Ses tweets, d'abord, plus courts, plus tranchants. Comme si quelqu'un lui avait dit « Jean-Luc arrête le roman, viens au fait ». Ces passages médiatiques, condensés, efficace, il avait pris note. Et puis, avril 2026, débat à l'Assemblée sur la réforme de l'assurance chômage, il tente le coup. Le Premier ministre annonce son plan. Mélenchon se lève, silence. Il dit
Monsieur le Premier ministre, ce plan est injuste, retirez-le. Nous attendons. Style Lecornu, phrase courte, défi direct, copier-coller stylistique en gros. Ça n'a pas marché. Et là, c'est la leçon la plus importante de toute cette histoire. Ce qui avait rendu la phrase de Lecornu si foudroyante, c'était pas juste sa longueur. C'était le contexte. Lecornu, c'était l'outsider. Celui qu'on n'attendait pas, sa concision, c'était une rupture, un électrochoc. Quand Mélenchon, le grand tribun, le monstre de l'éloquence, reprend exactement la même mécanique, ça sonne faux. Pas révolutionnaire. Imitateur. Les commentateurs ne se sont pas gênés. Un chroniqueur du Figaro a résumé la chose avec une brutalité assez savoureuse. C'est comme si Pavarotti essayait de rapper. Et franchement, il n'a pas tort. Le style, ça ne s'emprunte pas. Ça se construit de l'intérieur. Cet épisode ne fut pas qu'un coup de communication, il remodela durablement le paysage politique français. Sur le plan des rapports de force, Lecornu imposa une image nouvelle, celle d'un Premier ministre qu'on ne peut pas faire plier. Le Rassemblement national, qui envisageait d'adopter la même posture agressive que LFI, renonça à cette stratégie. Marine Le Pen elle-même aurait confié, selon des sources internes au parti, que Lecornu n'est décidément pas un fusible comme les autres. Venant d'une adversaire politique de cette trempe, l'aveu avait une saveur particulière, c'était sans doute le plus beau compliment qu'il pouvait espérer recevoir. Mais les effets allèrent bien au-delà des relations entre partis. C'est la grammaire même du jeu politique qui fut réécrite. Après l'affrontement Lecornu-Mélenchon, brandir une menace sans intention de la concrétiser devint un exercice risqué. Le bluff avait été exposé, pire tourné en ridicule. Désormais, chaque parti d'opposition devait peser ses mots avec soin conscient qu'un Premier ministre pouvait à tout moment les mettre au défi de joindre le geste à la parole. Mais voilà ce qui scelle vraiment tout, la pièce finale du puzzle. Macron avait eu raison. Oui, vous avez bien entendu. Le président qu'on accuse en permanence d'être déconnecté, de manquer de flair, d'être dans sa bulle, cette fois-là, il avait vu quelque chose que peu de gens avaient vu. Lecornu n'était pas juste un bon technocrate. C'était autre chose, un animal politique d'une espèce franchement rare, intelligence stratégique, courage tactique, instinct de communication, les trois en même temps dans le même homme. Et les 7 mots devenus légendaires. Dans les dîners parisiens, dans les formations politiques, dans les séminaires de com, on en parle encore. On analyse, on décortique, on enseigne. Et quelque part, cette anecdote a rejoint un panthéon très particulier, celui des phrases qui définissent la Ve République. Le « je vous ai compris » de Gaulle, le « vous n'avez pas le monopole du cœur » de Giscard, le « casse-toi pauvre con » de Sarkozy. C'est ça. Et la France politique, mes amis. Des moments gravés dans le marbre ou dans la mémoire collective, ce qui revient au même. Un an que Lecornu tenait Matignon, et franchement, personne ne l'avait vu venir. Septembre 2026, et il était toujours là, toujours Premier ministre. Sous Macron, c'était presque un exploit olympique. Aucun de ses prédécesseurs depuis Édouard Philippe n'avait survécu aussi longtemps à ce poste. 0 personne. Et la cérémonie à l'Élysée pour marquer cette première année. Un journaliste, comme ils font tous, lui pose la question « Monsieur le Premier ministre, quel a été votre secret pour durer ?» Lecornu sourit, ce petit sourire qu'on lui connaît. Et il répond « 9 mots, pas un de plus. Dire ce qu'on pense, faire ce qu'on dit, assumer ce qu'on fait. » 9 mots. La dernière fois, c'était 7. Alors, on fait quoi avec ça? C'est du progrès ou c'est de la régression? Les commentateurs ont débattu de ça pendant des semaines entières. Des semaines. Pour 9 mots. Mais ce qui m'intéresse vraiment ce moment-là, c'est pas l'Élysée. C'est un bureau du 10e arrondissement. Jean-Luc Mélenchon devant sa télé qui regarde l'interview. Il secoue la tête et il sourit. Un sourire pas totalement dépourvu d'admiration, disons-le. Son assistant l'observe, il ose « Monsieur Mélenchon, vous pensez quoi de Lecornu maintenant, après un an ?» Vous savez ce qui m'a arrêté net quand j'ai entendu ça? C'est pas un éditorialiste du Monde qui a dit ça. C'est pas un chroniqueur de BFM TV. C'est son propre adversaire, le tribun de LFI, qui a lâché après un long silence. Cette phrase que franchement personne n'avait vu venir, c'est l'adversaire le plus dangereux que j'ai jamais eu. Pas parce qu'il est brillant, pas parce qu'il est compétent, pas parce qu'il est retors,
Non. Parce qu'il a compris une règle que la plupart des politiques refusent encore d'admettre. En 2024, une vérité qui claque fort vaut infiniment mieux qu'un argumentaire qui convainc doucement. Et ça, mes amis, c'est une confession. Involontaire, certes, mais une confession quand même. Ces 7 mots prononcés un matin de septembre. Ils n'ont pas juste sauvé un gouvernement. Ils ont réécrit les règles du jeu politique français. Aujourd'hui, dans les amphis de Sciences Po, dans les cours de com politique, le cas Lecornu est devenu un classique. Les profs posent la question à leurs étudiants « Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ?» Et là, regardez les réponses, long discours, défense de légitimité, argumentation structurée. Presque personne n'a le réflexe de la simplicité radicale. Presque personne. Il y a un moment quand le professeur révèle ce que Lecornu a vraiment fait où la salle se fige. Un silence. Pas celui du vide, celui de la compréhension. Celui qui survient quand les étudiants réalisent qu'on vient de leur enseigner quelque chose d'essentiel sur la nature du pouvoir. Parce que parfois, le courage le plus grand, ce n'est pas de parler longtemps, c'est de parler juste. Parfois, la meilleure défense, ce n'est pas l'explication, c'est d'accepter le défi les yeux dans les yeux. Parfois, 7 mots bien choisis font plus de chemin dans l'histoire que 7 heures de débat cumulés. Ce matin de septembre 2025, Sébastien Lecornu n'a pas simplement répondu à Jean-Luc Mélenchon. Il a signé une nouvelle page du manuel de la politique contemporaine. Une page courte soit, mais une page que personne dans cette arène n'est prêt d'oublier. Quant à savoir si Mélenchon a fini par tirer la leçon, la réponse est nuancée. Il a revu sa communication, oui. Il a condensé ses prises de parole, c'est indéniable. Mais il n'a jamais renoncé à ce qui forge son identité profonde, la verve, la passion, l'art de convaincre par l'accumulation et la force des mots. Et au fond, c'est là que tout se révèle. Mélenchon et Lecornu incarnent 2 visions radicalement opposées de ce que peut être la politique. L'un croit en la parole qui soulève, qui embrase, qui emporte par la densité de ses arguments. L'autre croit en la parole qui frappe, qui s'incruste, qui reste précisément parce qu'elle ne dit que l'essentiel. Chacun a sa place dans l'arène, chacun a son heure de gloire. Mais ce jour-là, septembre 2025, dans ce chaos institutionnel, dans cette tempête médiatique sans précédent, c'est une méthode qui a écrasé l'autre. Et ce n'était pas n'importe quelle victoire, c'était un signal. Peut-être même le début d'une rupture dans l'histoire de la communication politique française. Parce que quelque chose a changé ce jour-là. L'impact a supplanté la longueur, la précision a humilié la profusion. 7 mots pesés, choisis, lâchés au bon moment, ont fait s'effondrer 3000 mots soigneusement construits. Comme si tout l'édifice rhétorique n'avait jamais existé. Alors retenez ça. La prochaine fois qu'un politique se noie dans un discours fleuve pour esquiver une attaque, rappelez-vous ce moment. Rappelez-vous que ça pouvait se faire autrement. Rappelez-vous ces 7 mots. Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion, j'attends. Et posez-vous une question simple. Combien de crises pourraient être évitées si nos dirigeants avaient le courage de parler aussi clairement, aussi directement, aussi honnêtement? La réponse à cette question, mes amis, c'est peut-être l'avenir de notre démocratie tout entière.